pour continuer la présentation. Merci beaucoup, Théophile. C'est à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis Théophile Katembo Lutsumbi, membre de la mission d'aide aux personnes en détresse MAPED, ONG, une organisation qui œuvre au Grand Nord Kivu. Oui, comme nous avons perdu le temps par rapport à notre exposé sur la crise du Grand Nord, comment l'action citoyenne peut renforcer la protection, le plaidoyer et la solidarité. Alors, notre exposé sera subdivisé d'abord à 5 parties. Premièrement, nous allons aider les amis à localiser les Grands Nord Kivu, ses enjeux aussi. Et on va faire la description de la situation. Cette mythe ADF, Nalu, massacre, tuerie, kidnapping et autre chose. On va passer au troisième point sur les besoins humanitaires et sociaux aussi. On va parler des recommandations et après, on va parler de la conclusion. D'abord, à Alors, présent, dans les... peut-être Théophile, si tu peux faire ta présentation en mode PowerPoint pour que les amis puissent aussi te suivre. Je ne sais pas si tu peux faire ta présentation en PowerPoint. Oui, c'est ce que j'ai prévu, mais en tout cas, je suis à défi technique. Là, l'ami est en train d'arranger ça, c'est ce que j'ai prévu. Vraiment, je présente mes excuses et la technique a ses défauts, mais c'est ce que j'ai prévu. Même s'il y Ah, a des défis techniques, je sais qu'on va partager ça. ok, d'accord, ça marche, merci. Oui, alors, premièrement, j'essaie de localiser le Grand Nord Kivu. Quand on parle de la partie Grand Nord Kivu, c'est ce qui est constitué de deux territoires, notamment le territoire de Lubero et celui de Beni, avec deux villes, la ville de Butembo et celle de Beni. Alors, la partie ici est la partie la plus peuplée de la province du Nord Kivu avec des villes de grandes agglomérations aussi. Mais après, cette partie a eu des crises, comme nous avons ce que nous appelons ADEF. Alors, je vais commencer à bien localiser pour me comprendre. Donc, le territoire de Loubert est celui qui sépare le territoire de Ben à celui de Rutshuru. Donc, touche à Rutshuru. Le territoire de Ben est ce qui touche à la province de Litour. Le territoire de Ben, bien sûr, est subdivisé à quatre chefferies ou avec donc et des secteurs, donc des chefferies, des secteurs, notamment la chefferie de Watalinga et de Bash. La chefferie de Watalinga, si je la présente, c'est celle qui touche la partie de l'Ouganda, de l'Ituri aussi. Et la chefferie de Bash aussi touche la partie de l'Ouganda et de Lubero. Il y a aussi le secteur de Benimbau et de Rwenzori. Donc, les quatre chefferies-là, ou si vous voulez le terme secteur, c'est ce qui constitue le territoire de Beni, maintenant aussi la ville de Beni. Le territoire de Lubero est constitué aussi de trois chefferies, un secteur. Nous avons le secteur de Bapin, chefferie de Bamate, chefferie de Bassoa et de Batang. Alors, si la partie ici du territoire de Beni, c'est la chefferie de Watalinga, le secteur de Rwenzori, touche à une partie à l'Ouganda. Alors, à toucher à l'Ouganda, c'est là qu'étaient venus les militaires ougandais, ce que nous appelons ADF, qui étaient chassés là quand il y avait un renversement du pouvoir, qui, pour venir s'installer en RDC, notamment dans les parcs de Virunga et dans des forêts de Rwenzori et les monts Rwenzori là-bas. C'est les ADF qui étaient venus des groupes différents, ADF et Nalu, qui étaient venus en train de fuir les exactions qui étaient commises en Ouganda lorsque Museveni prenait le pouvoir. Alors, arrivé au Congo, ils étaient
c'était avec armes, quoi, munitions, une rébellion étrangère qui vient s'installer dans d'autres pays. Maintenant, la réalité qui se passe au Grand Nord, c'est laquelle? La réalité qui se passe au Grand Nord est que depuis les années 2014, d'ailleurs à 2011, on a commencé avec des kidnappings. Des kidnappings, j'ai fait l'honneur au médecin qui était kidnappé à Owicha. À Owicha, le chef. Après 2014, il y a eu des massacres qui commencent. Oti les gens, Owicha, dans des villages là-bas, on dit les ADF Oti, tel part, plus de 100 personnes. D'ailleurs, vers les années 2015, ils ont tué même dans la ville de Beni, dans le quartier Rwangoma, où on a tué plus de 100 personnes en ville. Cette situation arrivait à territoire d'abord de Beni. Les dirigeants semblaient négliger ça, quelles que soient des circonstances. La situation a dégénéré jusqu'à ce qu'aujourd'hui, presque 70% du Grand Nord est déjà attaqué par ces massacres perpétrés par des présumés ADF. Alors, ce que j'ai dit, donc, la porte d'entrée des ADF, c'était le secteur de Rwenzori et la chefferie de Watalinga, les deux qui sont dans le territoire de Beni. Donc, à délocaliser la situation, voilà ce que je pouvais dire. La ville de Butembo est bien collée au territoire de Lubero et la ville de Beni est collée au territoire de Beni. Alors, si je peux passer au deuxième point, la description maintenant de la situation. La description de la situation. La situation que nous voulons décrire, je sais que elle n'est pas oubliée, mais je vais commencer par des actions récentes et partir sur ce, puisque la situation ici semble être oubliée. Je commence à territoire de Lubero, puisque c'est le territoire qui a été actuellement ici récemment par des massacres ici au Grand Nord. Nous commençons par les villages de Ndoyo, comme vous avez fait le rapport. Ndoyo se trouve dans l'axe Mangurejipa. Axe Mangurejipa, donc la route qui quitte Butembo en allant vers Mangurejipa à traversant les deux chefferies. Premièrement, la chefferie de Bassois et deuxièmement, le secteur de Bas-Père. La chefferie de Bassois, quand vous allez, donc en allant vers Mangureji par la route de Bassois, la chefferie de Bassois occupe presque 70 à 80 kilomètres comme ça. Alors, quitter là, on entre dans le secteur de Bas-Père et on arrive à un village de Ndoyo. À Ndoyo, il y avait des massacres. Plusieurs personnes étaient tuées dans la nuit du 8 au 9 septembre. Plus de 100 personnes étaient tuées. Nous étions étonnés, silence radio de la part des autorités. Quelque part, on a écouté quelques communiqués avec des chiffres que nous n'avions pas acceptés et par rapport aux questions qu'on avait posées, on a regretté que cela arrive, les personnes sont déjà enterrées, les autres n'en parlent pas, mais en tout cas, il y a eu des carnages en Ndoyo. D'autres villages, ces villages d'Endo se retrouvent dans le groupement Bapakombe à secteur de Bapère. L'autre événement qui a été ici récemment, c'est la nuit du 14 au 15 novembre, dans le groupement Manzia à chefferie de Bassois. Donc, tout proche même d'Endoyo, bien sûr, dans des chefferies différentes. À groupement Manzia, d'ailleurs, Biambwe, où il y a eu ces massacres, c'est là où reste le chef de groupement de Manzia. Là, il y a eu aussi des morts. On a brûlé d'ailleurs les centres hospitaliers de Biambwe où infirmiers, femmes enceintes
un malade est opéré dans cela et il y a eu plus de 30 morts. Ici, récemment, c'était la nuit du 14 au 15 novembre. Alors, en dehors de cela, il y a eu des maisons incendiées, d'autres personnes kidnappées. Oui, allô? Allô? Là, je Est-ce que demanderai aux Christ... personnes qui viennent de se joindre à nous de bien vouloir mettre leur micro en mode off pour permettre à ce que notre ami Théophile finisse sa présentation en toute quiétude. Merci beaucoup. Oui, j'étais en train de dire que à Biambou, il y a eu d'autres personnes qui ont été kidnappées, apportées à Forêt. Bon, bien sûr qu'il y a eu une position des militaires tout près et d'autres groupes partenaires du gouvernement qui étaient aussi tout près. Alors, en dehors de cela, on va revenir sur ce qui s'était passé dans les mêmes groupements à même chefferie, même si il y a presque une année, la nuit du 22 au 23 août 2024. Biambwe est sommet à Ukianganda, les deux noms, c'était une même localité. Il y avait eu des massacres. Cette fois-ci-là, ils ont tué même jusqu'à 11 heures de la journée. Il y avait des massacres et plus de 100 personnes ont péri dans les villages de Kianganda. Même parmi les membres de la Croix-Rouge qui étaient venus pour enterrer les corps et aussi ont disparu. Et tout ça, on n'avait jamais organisé même des deuils nationaux, même mettre des drapeaux à Berne. Alors, quitter Kianganda ou Somea vers Biambwe, c'est moins de 10 kilomètres. Si on traçait une ligne, c'est moins de 10 kilomètres. Alors, si je mets une sommation, c'est plus de 150 personnes tuées dans une même contrée et plus de 200 autres emportées sans aucune intervention. Ce qui nous étonne aussi, c'est que il n'y a jamais eu, bon, même un ADF capturé qu'on puisse montrer à la population. Alors, à Biambwe aussi, il y a eu plus de 26 maisons incendiées. Alors, ça, c'est dans les mêmes coins à territoire de Loubet. Je vais revenir ce qui était bien avant, c'est Maïkengu, village de Maïkengu, dans les mêmes groupements de Manzia. Donc, les deux groupements que j'ai cités, la chefferie de Bassois avec le groupement Manzia, des massacres dans des villages voisins. Et dans le groupement Manzia, je prends le village de Ndoyo et celui de Maïkengu, un groupement de Bapakom, des personnes qui ont été tuées, on n'a même pas réussi à identifier, puisque ceux qui étaient partis enterrés étaient partis presque une semaine après, c'était le 12 juin 2024, bien avant, bien sûr. Plus de 50 personnes ont été retrouvées, mais aussi il y a eu une centaine d'autres été retrouvées aussi mortes dans la forêt, dans le même groupement, des maisons incendiées, des boutiques pillées, des motos incendiées. Ils ont emporté plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui. On ne connaît même pas leur destination. Alors, par rapport à ce qui se passe en dehors de cela, dans, il y a des villages qui ont disparu. Des villages dans le secteur de Baper, nous avons plus de 26 villages qui ont été brûlés, où on a tué des gens, on a massacré, on a porté d'autres, notamment dans le secteur de Baper aussi, Tegelumbe, Biloulou, Malewa, Guado, Petem, et autres, plusieurs, je vais vous les partager, un village jusqu'à arriver à Mided, un village qui est à presque 25 kilomètres de l'agglomération de Mangouréji-Pas Centre. Mangouréji-Pas, c'est là où reste le chef de secteur de Baper. Alors là, on a brûlé, on a tué les gens vers 13 heures. Les rebelles sont arrivés, on a informé des services, bon, rien n'a été fait. Alors,
Un outil léger, on les coupe à machette, d'autres, bon. En fait, des vidéos existent et ce que je vais partager avec vous, chers amis, même si sont violentes, on va accepter la situation comme ça, puisque s'il faut chercher une solution, il faut connaître aussi la vérité à profondeur. Alors, avec ça, on se pose la question, est-ce que le Grand Nord est oublié? Là, je parle seulement de deux chefferies, de deux chefferies, puisque même les termes sectaires aussi toujours chefferies, de Bapère et de Bassoir. Alors, je reviens à territoire de Ben. Là, on ne parle plus. La situation est catastrophique. À territoire de Ben, il y a par exemple la chefferie de Watalinga où on a commencé, on a déjà brûlé des structures, on a tué déjà, on a violé des femmes, on a fait du n'importe quoi, jusqu'à ce que pour le territoire de Beni, toutes les quatre chefferies sont déjà touchées par des massacres. Même la ville elle-même sont déjà touchées par des massacres. À territoire de Lubero, je reviens dans la même chefferie de Bassois, groupement Moussindi, groupement Mouhola aussi vers Boyenga, euh, vers Boyenga tout près de Moussienen. Il y a eu des massacres ici récemment. Plus de ces 70 personnes ont été tuées, aucune intervention. Aucune. En tout cas, ça, je répète. Alors, avec tout ça, des villages ont disparu qui n'existent plus. Donc, pour les territoires de Loubert, les deux chefferies qui existent notamment, la chefferie de Batang et la chefferie de Bamat, une partie est occupée par les M23, la chefferie de Bassois et le secteur de Baper, plus de 80% occupés par des ADF aussi. Bon, ils circulent librement. Le territoire de Ben, la ville a été touchée bien sûr à la sécurité aujourd'hui, mais toutes les quatre chefferies qui existent, notamment à Benimbau, comme secteur Rwenzori, Bashu et Wataling, toutes ont été touchées. À part cela, il y a aussi la province voisine de Litour. La province voisine de Litour, des parties qui touchent le nord Kivu, notamment le territoire d'Irumu, avec ou avec plus de 80% touchés, puisque la route qui relie l'Ituri au Nord Kivu, la route nationale numéro 4, elle n'est même plus praticable. Donc, partir, quitter le Nord Kivu, on doit contourner une autre partie, on abandonne la route nationale numéro 4, on est obligé d'emprunter la route nationale numéro 44, passer dans le territoire de Mambasa. Le territoire de Mambasa aussi, à partir de Nziapanda jusqu'à Tetour, donc Biakato là-bas, toute cette partie à zone de santé de Mandima, oti matin, midi, soir, silence radio. Le territoire d'Irumu aussi, les ADF matin, midi, soir, donc à partir de Komanda jusqu'à Luna. Cette partie, plus de 100 km, la route n'est plus praticable à cause des massacres. Alors ça crée des difficultés de vie. Et si on mesurait la partie qui est déjà encerclée par ces rebelles, c'est plus que la Belgique là où vous êtes. Puisque quitter Mambasa Centre, jusqu'à arriver à Beni, si on emprunte la route nationale numéro 44, c'est plus de 153 kilomètres. Si on suivait la route nationale numéro 2, c'est plus de 200 kilomètres. Mais toute cette partie-là est occupée par les ADF. Si on quitte Eringet, limite avec la province de Litour, pour arriver à Beni,
c'est plus de 45 kilomètres. Quitter Beni pour arriver à Butembo, là, on a brûlé même l'hôpital à Maboya. On a brûlé d'autres à Kabash. C'est presque 53 kilomètres. Les ADF opèrent là-bas. Quitter Butembo jusqu'à Mangureji, c'est plus de 100 kilomètres. Et à seulement atteindre Vinjo, plus de 40 kilomètres, on commence la zone où les ADF circulent en électro libre et quitter Vinjo où les activités des ADF, des présumés ADF commencent. Aller arriver à Bandoul, c'est plus de 120 kilomètres. Toute cette zone est contre les rebelles, ils circulent librement au matin, midi, soir. Alors cela crée un besoin important puisqu'il y a un mouvement de la population. Alors, si vous m'écoutez très bien, donc au nord, au grand nord Kivu, des entités qui semblent être en paix, nous avons la ville de Butem, la cité de Loubert, la ville de Beni et la cité d'Oicha. Alors, une région qui avait un grand nombre de populations, plus de 5 à 8 millions d'habitants, la grande partie vient se concentrer au centre-ville et toutes les axes, je prends l'exemple de Butembo et celle de Ben, à Butembo, donc la route pour trouver des denrées alimentaires, on devait les enlever à Mangureji, pas à Boyenga, dans les côtés de Bachou, ici au Graben, les blocs Alberté, à côté du parc de Virunga, là-bas, des routes, à part cette partie qui est redevenue calme après, bien sûr, massacre de l'ADF, toutes les autres axes ne sont plus accessibles. Ce qui crée vraiment une situation un peu compliquée et nous prenons ça comme des sarcasmes qu'on fait avec nous. Alors, la ville de Beni aussi, l'axe Beni-Kassing, c'est déjà un calvaire. L'axe Beni-Kandine, c'est que j'ai semblé aussi oublier, Beni-Kandine, là où étaient passés les rebelles pour accéder au groupement Bapacom. Là aussi, on ne parle plus. Au bril des agglomérations, même la journée. Alors, la ville de Butembo est déjà surpeuplée de personnes déplacées internes, ceux qui viennent de Mangurejipa, ceux qui viennent de Bouinga, ceux qui viennent de Bachou, ceux qui viennent de Madiwe. Bon, la ville de Beni, même chose. Allez à Nitour, la route Beni, Beni Commanda, bloquée à cause de l'activité des ADF. La route Commanda, Mambasa, bloquée, puisque là, de tout bord, il y a toujours présence ADF et OTI. D'ailleurs, il faisait payer des jetons quelque temps. Alors, ça créait beaucoup de difficultés. La route Biakato à Mambasa, compliquée. La route aussi Mambasa Mambasa Epoul, une partie est ouverte, mais Mambasa Ndouye est là-bas aussi compliqué. Donc la cité de Mambasa aussi dans l'Ituri regorge un grand nombre de déplacés sans accès à l'air champ. La ville de Bounia, là, ne parle plus. Donc presque toutes les axes, à part les ADF, il y a aussi des miliciens. Zaire, Codeco travaille aussi comme ADF. Allô? Allô? Donc, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Je voulais encore demander aux amis qui se joignent à nous de bien mettre leur micro en mode off jusqu'à ce que nous finissions la présentation de Théophile. Merci. Oui, alors, ce que j'étais en train de dire que par rapport aux besoins, la ville de Bunia aussi, l'axe Bunia-Commanda, praticable mais avec des risques. L'axe Bunia pour aller à Chomia, à descendre vers les lacs là-bas, compliqué. Et ce que j'ai dit, Codeco, les rebelles là, de Codeco, ont presque leurs actions semblent à celles des ADF. Donc, on peut les associer, puisque c'est qu'on fait,
Si ADFETI a Machette, Codeco aussi fait la même chose. Avec des mêmes systèmes d'intervention, alors les besoins est énorme, énorme sur le plan humanitaire, sécuritaire. Là, on ne parlait plus. Alors, ce que j'étais en train de dire, que la situation du Grand Nord et d'une partie de l'Itour, elle est plus compliquée puisque l'ennemi n'est pas identifié. Donc, quand nous, on nous parle, on dit les ADF outillés. Nous, on ne les voit pas. Donc, on peut demander à la population à 10 ans, avez-vous vu les ADF? On ne les connaît pas. Donc, je peux dire que c'est la situation la plus compliquée puisqu'on constate les dégâts des personnes mortes, mais on ne montre pas à 10 ans, voici celui qui a tué, voici qui a fait quoi, qui a commandité. Donc, des situations un peu compliquées, difficiles déchiffrer, puisqu'on pose des questions. Et aussi dans des zones où il y a des militaires, comme actuellement, toutes ces zones que j'ai citées, à partir de Bounia jusqu'à Beni, arrivé à Mambasa, il y a des routes là-bas. Donc, la route Mambasa, c'est route nationale numéro 44 va relier Mambasa à Beni, et route nationale numéro 2 va relier Mambasa à Beni, passant par Komanda. La route à Butembo, ici, à partir de Ben, c'est la route nationale numéro 2. Alors, maintenant, ce que j'ai dit par rapport aux besoins, tout ça arrive, toute cette partie est occupée par nos militaires et FARDC. Il y a aussi les partenaires ougandais de l'UPDF qui sont là. Bon, il y a aussi même des Wazalènes locaux dans certains coins, mais tout ça avec ce qui arrive, ce que j'étais en train de dire, malgré leur présence au tue, on égorge, on vole, on viole, on pille, on brûle des maisons, comme actuellement l'axe Mangouréji, par là où il y avait plus de 120 000 habitants, les écoles ne fonctionnent plus, les structures sanitaires, à part l'hôpital général de référence de Mambo et celui de Mangouréjipa, d'autres ont fermé. Bien sûr, ils peuvent faire des activités la journée, mais arrivé à 18 heures, vous ne pouvez plus trouver des infirmiers. Donc, les besoins humanitaires est énorme. D'ailleurs, nous, on proposerait que s'il y a intervention, qu'on puisse préparer des milliards pour assister cette population en détresse. Autre maintenant, en exposant, ce sont des recommandations, puisque l'État aussi, on va revenir sur d'autres questions. Il y a des recommandations, puisque ce qui arrive ici, c'est la population qui maîtrise ça, bien puisque c'est elle qui perd. Il y a des recommandations que nous, Majesté, nous utilisons, nous avons passé qu'on puisse faire pour réellement trouver des solutions. Si on veut une solution à une crise grave comme celle qu'on traverse au Grand Nord Kivu, il faut aussi proposer de bonnes solutions. Quand on parlait de ANDEF, déjà les noms c'est en anglais. Donc ce sont des rebelles étrangers. Au niveau du gouvernement, qu'on puisse demander. Donc là, vous de la diaspora, vous allez nous aider à mobiliser ça. Au niveau du gouvernement du ministère des Affaires étrangères, qu'on puisse demander à l'Ouganda d'organiser un dialogue avec, avec les rebelles ADF, y compris d'autres mouvements, puisque nous avons sincèrement souffert. Donc, que notre gouvernement, que nous les Congolais, nous puissions pousser le gouvernement à demander, à obliger d'ailleurs aux Ougandais d'organiser un dialogue avec des ADF, d'évaluer des situations, des pertes à vie humaine, des pertes en matériel. Ce que nous avons subi ici, vraiment, nous dépasse. Donc, ça, c'est la première recommandation que nous avons proposée. La deuxième, il y a les parcs, si j'ai localisé le Nord Kivu, je n'ai pas parlé du parc national de Virunga. Le parc national de Virunga occupe une partie
du territoire de Beni et de Lubero, le bloc Albertais là qui sépare la RDC de l'Ouganda, y compris aussi les lacs de Kiavinyong ici. Alors, il y a un autre problème avec l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Donc, ici, on vit par l'agriculture, c'est dans des villes où on fait des commerces. Alors, les parcs, il y a des réclamations communautaires que l'ICCN s'est déjà accaparé d'autres terres qui appartiendraient aux chefferies. Donc, pour les bâches, pour les Rwenzori, il y a des réclamations là. Et nous considérons que ces parcs, c'était bastion des ADF. Alors, avec tout ce qui se passe, donc, on trouve un chat difficilement. On plante des manioc. Les éco-gardes viennent et vont peut-être recouper ça. À part les éco-gardes, vous êtes là au chat. Les ADF viendront du parc, viennent vous tuer. Bon, avec ça, on a dit que l'ICSN, qui est un service du ministère de l'Environnement de la RDC. Donc, on puisse organiser un dialogue communautaire pour résoudre ce problème, puisque la communauté acquise l'ICCN d'héberger les ADF comme base arrière dans ce parc de Virunga. Autre chose, comme la question dérange tout le monde, qu'on puisse organiser un dialogue communautaire sans politiciens, que les politiciens soient aussi observateurs, que le gouvernement écoute la population via un dialogue communautaire ici au Grand Nord et à une partie des territoires de Mambasa et d'Irum pour l'Itour, qu'on puisse organiser ce dialogue. On écoute des communautés donner des recommandations et qu'on puisse les exécuter aussi, puisque ceux qui sont à Kinshasa ne comprennent pas la réalité, car nous doutons aussi des versions officielles qui sont publiées dans des rapports étatiques. Autre chose, qu'on puisse définir les plans de protection communautaire, que le gouvernement puisse étaler ça. Donc, que la population sache que réellement, voici ce que notre gouvernement veut de nous, veut que nous soyons comme ça, nous soyons comme ça, pour qu'on puisse orienter les alertes, car la population réclame que lorsqu'elle avoir des alertes, on ne répond pas, on ne forme que non, on voit un mouvement suspect de telle personne, mais les autorités semblent ne pas tenir compte. Les autorités viennent seulement pour enterrer des personnes mortes. Donc, c'est ça le langage qui est là. Autre chose qu'on puisse définir réellement. Là, je l'ai dit, mais ne l'écoutez pas autrement puisque nous devons l'orienter. Nous disons qu'on puisse définir l'aide humanitaire en associant des personnes locales, puisque quand on définit l'aide humanitaire en étranger, sans connaître des réalités du terrain, l'aide humanitaire n'est pas aussi adaptée. Et il y a des temps où ça crée des doutes puisque on apporte de l'aide sans respecter toutes les étapes demandées. Est-ce que les coins où on ira assister, on a informé la population, cette aide qui profite de cette aide, quel est le plan B, ce qui est derrière ça? Donc, c'est ce que nous recommandons. Alors, en dehors de cela, il y a des recommandations que nous adressons à la population congolaise, que la question du Grand Nord soit aussi considérée comme d'autres questions, puisqu'elle semble être oubliée, alors qu'il y a perte de vie humaine de milliers à milliers, et c'est celle qui a beaucoup duré. D'autres recommandations, nous recommandons aux Congolais de l'étranger, les membres de la diaspora congolaise, qui me suivent d'ailleurs à grand nombre, merci. Vous faites du bien car vous défendez d'autres questions, nous l'avons vu, mais pour les Grands Nord, vous avez oublié. Hein? Donc, pour les Grands Nord, prenez même un jour, si vous êtes à Suisse, à Belgique, en France, aux États-Unis, Canada, Australie, partout où vous êtes,
Prenez un jour, parlons des problèmes du Grand Nord. Si vous allez afficher ça dans vos réseaux, si vous allez parler dans votre communauté, informez le monde. Alors, donc des recommandations sont nombreuses. Nous allons demander à ce que vous puissiez vous joindre à nous pour que cette question aussi soit comprise au niveau international, puisque nous pensons que nous ne sommes pas compris. En dehors de cela, comme l'État aussi, si vous allez m'ajouter quelques temps, nous avons conclu à dire que nous, nous pensons que ceux qui les égorgèrent, comme nous les appelons ici, le gouvernement nous a dit que ce sont des présumés ADF. C'est le langage qui est utilisé. Ils étaient venus de quelque part. Nous connaissons l'origine des ADF, comme ils sont venus de l'Ouganda, comme d'autres sont venus du Rwanda, qui partaient, soi-disant qu'ils partent planter des amarantes quelque part. Ces dossiers bien connus, on ne peut pas cacher. Qu'on puisse demander à l'Ouganda de dialoguer avec les ADF, comme on oblige le gouvernement de dialoguer avec l'Alliance Fleuve Congo, qu'on demande aussi au Rwanda de négocier avec des FDLR. C'est leurs frères, ce sont des Rwandais qui sont chez nous, puisque une partie des FDLR sont à l'ouest du territoire de Loubert, comme ils sont là. Donc, pour trouver une solution à une question difficile, on doit aussi proposer, on doit apporter une proposition difficile. Chers amis, alors, imaginez les Grands Nord qu'on dit les ADF. Les ADF occupent une grande partie. À l'ouest de Loubert, il y a des FDL. En dehors de cela, il y a d'autres, nous que nous appelons des égorgés. Il y a aussi d'autres groupes que l'on ne maîtrise pas très bien. Bon, l'aide humanitaire aussi arrive à un petit nombre, bon, mais aussi sans une définition locale. Imaginez la souffrance de la population avec tout ça. Donc, à conclusion, que les gouvernements songent à la partie du Grand Nord en organisant des dialogues, en écoutant, puisque nous pensons que le gouvernement ne nous a pas écoutés. Donc, toutes les associations locales, les églises, les ONG et les groupes communautaires, qu'on puisse s'organiser, qu'on fasse un dialogue, que le gouvernement écoute aussi la population, car c'est elle qui souffre. Deux, que les membres de la diaspora se réfèrent au niveau local et que les ONG définissent les plans humanitaires avec les membres de la communauté locale. Trois, que l'on puisse allouer un fonds spécial et humanitaire qui dépasse 2 milliards de dollars pour essayer de stabiliser des populations des membres de la communauté ou des personnes déplacées internes dans des villes d'asile ou dans des villes d'accueil pour les appuyer aux moyens de subsistance. Trois, qu'elle cherche la solution définitive, que la communauté internationale ne soit pas hypocrite à ce qui se passe ici chez nous, car nous sommes fatigués de beaux discours prononcés par des dirigeants au niveau international. Nous voulons une action. Donc, il y a aussi d'autres questions qui arrivent. C'est le centre commercial, le Butembo. Alors, actuellement, le commerce a disparu, d'autres ne partent plus à l'école. Je me pose maintenant une question. Avec tout ce qui se passe chez nous, OTI, matin, midi, soir, à présence des affaires, OTI, au bril des structures de santé, des écoles et quoi, après 20 ans, nous aurons une population qui aura quelle mentalité? Avec tout ce qui se passe. Donc, ce que nous demandons est que la voix du Grand Nord aussi soit écoutée. Que l'hypocrisie cesse, que l'action humanitaire soit définie à plus de 2 milliards pour des populations qui vivent dans des zones et peu sécurisées puisqu'ils sont enclavés.
que Kinshasa comme organise un dialogue pour écouter les membres de la Vous commencez à communauté. déranger le Pas sénateur. Un certain nombre de qu'il y a problème. Allô? Non, vous pouvez finir, vous pouvez finir. Oui, donc que ce dialogue soit pour écouter les membres de la communauté, pas pour les imposer. Donc, comme il y a des dialogues où on définit les observateurs, que ce soit les membres du gouvernement, de la communauté internationale, des agences des Nations Unies qui sont observateurs et que les membres de la communauté s'expriment pour être écoutés. En dehors de cela, nous regrettons que les chaînes internationales, RFI, France 24, La Voix de l'Amérique, la Deutsche Welle, Libre Belgique, ne puissent pas diffuser réellement ce qui se passe en RDC. Puisque nous, apparemment, les dirigeants sont déjà habitués à écouter le nombre de morts, mais quand même, ce qui se passe ailleurs, on le diffuse. Alors, j'étais en train de comparer la situation de chez nous à ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe dans la bande de Gaza. Comme les Européens se sont levés pour réclamer que justice soit pour Gaza, justice soit pour l'Ukraine, que ces mêmes personnes se lèvent pour réclamer justice pour la RDC, justice pour Grand Nord, justice pour Goma, justice pour Ituri, pour Bukavu, et que cela soit ici, car nous tous, nous sommes humains, nous avons le sang rouge, et nous devons s'entraider mutuellement car la case du voisin se brûle, il faut apporter secours. Vraiment, on a beaucoup passé, mais c'est ce que nous vous présentons. On est prêt à recevoir des questions ou d'autres recommandations. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, cher Théophile, pour cette brillante présentation. Merci aussi pour ta disponibilité malgré les difficultés de connexion Internet qui ont causé un peu de soucis au début. Et merci à tout le monde qui est connecté maintenant et qui a porté intérêt de vouloir s'informer d'abord, parce que tous nous n'étions pas, au moins je dois être euh, honnête, je n'étais pas autant informé sur les questions de ce qui se passe dans le Grand Nord, donc ça a été vraiment aussi enrichissant pour comprendre un peu la complexité. Peut-être avant de lancer, ouvrir l'espace pour l'échange, l'espace pour des questions, pour des observations, certainement il y a d'autres dans la salle qui ont des réflexions à apporter à ce que notre ami Théophile a présenté. J'aimerais peut-être commencer par une observation que moi je trouve un peu malheureusement hypocrite et malhonnête de la part de nos dirigeants. C'est que quand on parle des questions du Grand Nord, on ne parle pas trop de la question de comment est-ce que nous pouvons répondre à cette problématique de manière durable. J'ai comme l'impression que même dans les récentes négociations, dans les récents efforts, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des acteurs régionaux, les questions du Grand Nord sont un peu comme dans un fichier plutôt déjà accepté, clos. Donc, ce n'est pas une question que les dirigeants prennent avec beaucoup de sérieux ou beaucoup d'intérêt. Là, c'est déplorable. La deuxième observation que j'aimerais aussi faire, c'est celle que notre ami Théophile a faite, c'est surtout notre attitude en tant que citoyen face à ce qui se passe dans les Grands Nord. J'ai comme l'impression que dans l'espace imaginaire du Congolais, on a intériorisé cette idée que ce qui se passe à Beni, ce qui se passe à Butembo, à Lubero, ce ne sont que des massacres et on compte seulement de morts. On est déjà habitué à des statistiques et j'ai comme l'impression que certains d'entre nous ne sont pas autant choqués quand on dit encore il y a eu massacre à Beni, il y a eu massacre à Lubero. Parce qu'à un certain moment, on s'était dit qu'est-ce qu'on en peut. Mais je pense que l'espace que nous avons ici aujourd'hui, c'est exactement aller au-delà de ce mirage que nous nous sommes fixés mentalement pour nous dire que si ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Lubero continue à cette envergure qu'elle est en train d'évoluer, je pense que nous tous, où nous soyons, que ce soit à Bukavu, à Goma, à Kinshasa ou à autre en Bandaka, nous ne sommes pas autant sécurisés. Parce que comme venait de le dire Théophile, quand la maison du voisin brûle, il faut s'apprêter avec de l'eau et non pas croire que ça ne peut pas atteindre, le feu ne peut pas atteindre chez soi. Donc, j'aimerais vraiment que nous gardions cela un peu dans le background, dans la manière dont nous allons aborder notre échange, de nous dire
quelle est notre part de responsabilité en tant que citoyens? Est-ce que nous allons nous complaire dans cette insouciance, je dirais, indifférence un peu internalisée, ou bien nous avons encore de l'espace dans notre cœur, dans nos cœurs, dans notre conscience citoyenne pour nous dire ça nous préoccupe, ça doit être une action que nous devons poser. Alors, je vais m'arrêter là d'abord pour réagir, d'abord pour lire certaines réflexions qui ont été déjà partagées par des amis dans le groupe. Et si quelqu'un d'entre nous dans la salle a une question, un point à ajouter, n'hésitez pas de lever la main, on pourra vous revenir. Je vois Gaylor qui a déjà dit à Théophile, vous recommandez d'associer les acteurs politiques comme observateurs. Comment éviter que cette implication ne politise davantage une crise qui touche avant tout les populations civiles? Merci beaucoup, Gaylor. La deuxième question que tu as posée, c'est aussi quelle structure de contrôle indépendante pourrait accompagner ce dialogue afin de renforcer la confiance entre les communautés et l'UCCN. La révélation que nous a faite notre ami Théophile, pour moi, est très préoccupante, surtout sur l'annexation des terres des communautés par l'ICCN et que cela soit déjà actuellement un bastion de l'ADF. Ça, c'est très grave. Je pense que nous sommes ici tous, nous devons peut-être aussi commencer à comprendre que les dynamiques d'annexation, de division de nos terres sont aussi intégrées dans des politiques soi-disant de conservation et qu'il faut démasquer tout cela. Il faut avoir le courage de démasquer tout cela pour qu'à un certain moment, nous ne retrouvions plus sans pays. Alors, je vais revenir sur la question de Joseph qui dit merci d'avoir répondu au qui, quoi, comment et pourquoi. Merci d'avoir dit d'où il venait, confirmant ce que nous avions eu comme information, nous permettant aussi de renforcer notre théorie sur la question en vue d'un militantisme politique et citoyen. Merci beaucoup, cher Joseph, pour cette réaction. Alors, j'aimerais peut-être remettre d'abord le micro à Théophile de réagir sur les premières questions qui ont été posées par les amis dans le chat. Et puis, nous allons aussi ouvrir le micro et l'espace pour d'autres questions et d'autres réflexions. Merci. Ok, merci. Là, je comprends. Là, vous me suivez, je crois très bien. Allô? Oui, oui, on vous capte très bien, merci. Oui, vous pouvez me relire la question de Gaylor. De Gaylor? Oui, la question de Gaylor est de savoir, en rapport au dialogue que vous avez préconisé, qu'il devait associer les acteurs politiques. Il voulait savoir comment éviter que cette implication ne politise pas davantage la crise dans le Grand Nord ou les crises dans le Grand Nord, et que cela ne manipule pas, si vous voulez, les populations encore civiles. La deuxième question, c'est surtout sur cette problématique que vous avez soulevée avec l'annexation des terres des communautés par l'ICCN. Il a voulu savoir quelles sont les structures de contrôle qui seraient indépendants pour accompagner ce dialogue afin de renforcer la confiance, n'est-ce pas, entre les communautés et l'ICCN. Merci aussi pour notre ami Gaylor qui a voulu comprendre ce qui doit se passer dans ce dialogue. Bon, premièrement, si nous avons dit que les politiciens peuvent être des observateurs, puisque nous avons compris que la volonté de trouver solution à cette question ne dépasse pas des politiciens, mais ils n'ont pas cette volonté. Donc, pour dire que CAE, depuis 2014, voici presque 9 ans, on est dans cette situation. Donc, presque 11 ans plus tôt, nous constatons qu'ils ont montré de leurs limites. Alors, ils doivent appeler la population que nous puissions proposer à des Je pense que nous avons un petit souci technique avec la connexion de la part de notre ami, mais espérons que ça se rétablisse très vite. Allô, allô Théophile, je pense qu'on ne vous capte pas malheureusement avec les ça, soucis de connexion. Là, vous nous ça, captez? ça, puisque leurs opérations
Voilà, donc on le savait déjà, on va devoir souffrir un tout petit peu avec ce souci des connexions Internet de la part de notre ami Théophile. Mais pour d'autres, dans l'entretemps, s'il y a d'autres questions que nous avons dans la salle ou des commentaires, des réflexions que vous voulez partager, n'hésitez pas de les mettre soit en commentaire ou déjà pour ceux-là qui se sentent à mesure de s'exprimer, de pouvoir ouvrir justement le micro et partager avec nous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, allô, bonsoir, cher Jean-Paul. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, cher Christian. Merci à notre frère Théophile pour la brève présentation du contexte du Grand Nord. En tout cas, il a touché autant de points. Et peut-être avant d'intervenir, j'aimerais faire un petit témoignage en rapport avec la situation sécuritaire, si vous le permettez. Oui, bien sûr, merci. Voilà, il y a dans les mois de juin 2024, je suis parti dans une mission de service dans la zone de santé de Mangourjipa et c'était au mois de juin. Donc l'axe Djiapanda Mangourjipa, il y avait vraiment ces hommes-là qu'on appelle des ADF. Il y avait une situation vraiment qui a perturbé Est-ce que là, on me les suit? modes de communication. Alors, vous me Oui, captez? cher Théophile, on vous suit bien, mais maintenant, on est en train d'écouter brièvement le témoignage de Jean-Paul et puis on va vous remettre le micro. Oui, Voilà. vous pouvez Je poursuivre, disais, Théophile, à Jean-Paul. merci beaucoup, cher Christian. Ok. Je disais qu'au mois de juin 2024, j'ai j'ai été témoin d'une situation qui n'était pas du tout bon parce que les ADF vraiment s'étaient rebellés au niveau de l'axe Njiapanda Mangurujipa jusqu'à ce que même je n'ai même pas fini la mission parce qu'il fallait sauver la vie. Et donc, en rapport avec le contexte, en rapport avec la situation, bref, que le collègue Théophile a essayé de donner, en tout cas, j'ai confirmé qu'il a parlé depuis Saya et moi-même, j'en ai été, j'ai voulu en fait devenir victime, mais Dieu aida. En tout cas, on a été échappé de cette situation. Alors, pour dire que l'axe Grand Nord, tel qu'il a dit, vraiment la situation sécuritaire n'est pas toujours stable parce qu'on peut croire qu'aujourd'hui ça va, mais demain ça ne va pas. Alors ça, c'était juste un témoignage que j'ai vécu au mois de juin 2024 et c'était ma toute première fois que j'ai vu cette situation. Mais avant, je l'attendais à la radio, mais je l'ai vécu et j'ai confirmé que, en tout cas, nous sommes dans des zones insécurisées et la situation est réelle. Je vais juste passer à deux ou trois questions en rapport avec la présentation de Monsieur Théophile, qui était vraiment très touchante. Moi, personnellement, quand on était en train de parler des statistiques en rapport avec des massacres, des tueries, des viols, vous voyez toutes ces situations, ça m'a fortement touché. Alors, j'aimerais savoir au niveau, par exemple, de la société civile comme plateforme, est-ce qu'on peut avoir des informations qui ont été enregistrées par la société civile qui confirment ou qui parlent des mouvements de la population? Peut-être des statistiques disponibles qui sont à jour. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, comme j'ai entendu les collègues à parler du besoin humanitaire, je voudrais savoir, est-ce qu'au-delà de ça, est-ce qu'il y a des évaluations multisectorielles rapides qui ont été déjà menées par des acteurs humanitaires et qui donnent des informations à jour? Si oui, peut-être qu'on en aurait besoin d'en savoir plus. Et la troisième petite question en rapport avec la présentation,
peut-être au niveau de M. Théophile qui est du terrain, est-ce qu'il peut avoir au moins ou réfléchir à certaines actions communautaires, dire des diligences qui puissent être menées pour pouvoir essayer d'apporter une réponse à ces crises ou à cette situation que la population est en train de traverser actuellement? Voilà un peu mes trois petites questions. Si on peut avoir certains éclaircissements, je vous serai vraiment reconnaissant. Merci. Merci beaucoup, cher Jean-Paul, aussi pour non seulement ton témoignage touchant, mais aussi pour les questions posées. Théophile, j'espère que tu nous captes déjà. Oui, je vous capte. Est-ce que vous aussi, vous me captez? Là, oui, on vous capte aussi bien. Alors, je voulais Ok, juste répondre j'étais encore avec une brièvement. question que Geloro a posée par rapport à l'ICSN. J'ai compris Oui, vos trois questions, Jean-Paul. Donc, je d'accord. vais les répondre. Malheureusement, encore une fois, ce souci technique persiste, mais espérons qu'au moins que notre ami Théophile pourra se renouer avec nous et que nous pourrons au moins entendre ses réflexions sur les questions posées. Alors, dans l'entretemps, encore une fois, la bienvenue à tout le monde. Merci pour encore le temps et la disponibilité pour cet échange. Et je vois aussi que nous aurons peut-être besoin de partager certaines expériences pour ceux-là qui ont travaillé dans ce contexte. Quand on passe au Grand Nord, j'ai comme l'impression, comme je le disais aussi dans mon observation, que nous avons perdu le sens de connexion humaine avec les réalités du Grand Nord. Et en tant qu'un citoyen congolais, je suis en train de me poser la question, comment est-ce que nous pouvons nous remettre encore en cause pour répondre les questions du Grand Nord comme si c'était nos questions. Oui, Et là, oui, oui, cher, là vous m'avez maintenant. oui, on vous capte bien, cher Théophile. Oui, je reviens sur la question de Gelor et puis je vais passer aux questions de Jean-Paul. Donc, la question de Gelor par rapport à l'ICSN. Les chefs coutumiers de la partie de Bachou et de Rwenzor réclament que, selon leur accord avec le gouvernement, les parcs occupaient 1 kilomètre. Et les parcs-là étaient là pour conserver des hippopotames qui devaient à rafraîchir les lacs et apporter de l'engrais afin de nourrir des poissons. Mais actuellement, c'est plus de 14 kilomètres que la communauté locale les réclame. Alors, ça crée un problème, manque de confiance entre l'ICSN et le gouvernement. Et ce qui étonne, ça c'est déjà vrai, vérifié, ce parc est déjà considéré comme bastion de l'ADEF. C'est pourquoi la population réclame. Je reviens par rapport aux questions de Jean-Paul qui dit les rapports de la société civile. Oui, c'est que je dois vous dire, à part la société civile, il y a aussi des rapports de OCHA par rapport à l'évaluation multisectorielle réalisée dans des zones là-bas par rapport au mouvement de la population. Des rapports de OCHA existent, des rapports de société civile existent, des rapports même de certains députés. Allez lire les rapports Yotam, vous allez voir tout ce que je suis en train de citer, rapport de la nouvelle société civile. La deuxième question, c'est là où j'ai eu problème de connexion. Si Christian, vous pouvez les citer très vite, les deux dernières questions de Japon. Non, c'était d'abord en rapport au rapport de la société civile, mais aussi en termes de besoins de statistiques, d'informations qui soient au moins rassurantes. Est-ce qu'on peut avoir des données statistiques vraiment précises de besoins humanitaires et comment, je ne sais pas si Oui, Jean-Paul, j'ai bien capté, hein? Ouais. ok. Par rapport à cela,
je vous ai dit que c'est la connexion qui me rend un mauvais service, mais je vais vous présenter cet exposé avec des rapports de sources fiables que vous pouvez vérifier. Mais moi, personnellement, je ne nie pas, mais j'émets des doutes par rapport à des version officielle par rapport à ce qui se passe ici. Donc, il y a des rapports plusieurs, je vais les partager. Donc, je promets à tout participant que je vais lui partager la présentation avec des sources fiables. Donc, des rapports, on va les partager qui confirment ce que nous disons et même d'autres sources, d'autres contacts. On a le président de la société civile de l'Axe Mango-Égypte. On s'est parlé, les chefs de secteur, certains délégués du gouverneur. Donc, on connaît la réalité des besoins que peut-être nous avons cités. Nous avons évalué ça à 1 milliard, puisque actuellement, des écoles, des hôpitaux, des structures de santé, centres de santé, centres hospitaliers sont brûlés. D'autres, on n'a plus accès à l'eau, on n'a plus accès à des champs, on a besoin de kits alimentaires, on a besoin de kits nutritionnels, médicaments, quoi, habits, puisque tout est déjà brûlé, des villages entiers brûlés, donc des besoins sont énormes, bien détaillés, bien sûr, dans les rapport que je vais vous présenter peut-être après cet échange ou demain matin. Merci beaucoup, cher Théophile. Je pense que ça pourrait être enrichissant d'avoir ces différentes documentations pour au moins enrichir la compréhension de la situation. Je vois aussi des échanges dans le chat. Il y a Joseph qui disait, mais que nous fait Kinshasa? Les ennemis du Congo ne lâcheront pas. Les ennemis de notre peuple ne lâcheront rien. Les dialogues n'y changeront rien. Diviser les pays ne résolvera pas le problème. On le voit au Soudan, mais c'est révoltant cette indifférence. En quoi on est nation? Faut-il aller dans les mains de l'Ouganda, quitter ses terres et accepter la défaite, armer les populations locales? C'est à cause de tout ça qui radicalise les jeunes, on n'a que des réflexions dures. Mais ça ne va pas, on va disparaître à ce rythme. Merci beaucoup, cher Joseph, pour cette réflexion. Il y a aussi Winnie qui disait, merci beaucoup pour la présentation. Il était temps qu'on en parle. Les exactions ADF passent sous silence depuis plus de 10 ans déjà. Ayant travaillé dans la zone en 2016, j'ai assisté au malheur que subissent ces populations des villages abandonnés, des vies brisées, et cela ne s'arrête pas malheureusement. La situation du Grand Nord et Ituri doit être mise en lumière. Merci encore une fois, cher Winnie, pour cette réflexion. Mais en même temps, je suis en train de peut-être aussi remettre cet échange ou bien ces réflexions avec d'autres participants dans la salle, parce que nous sommes tous en train de réaliser combien cette partie du pays a été oubliée. Donc, que ce soit par les politiciens, mais aussi que ce soit aussi par nous, citoyens. Donc, au fur et à mesure que la situation du Grand Nord avance, 10 ans de cela, on a comme l'impression que nous avons acquiescé de manière tacite et indifférente cette acceptation que cette partie du Nord a été déjà sacrifiée à son propre triste sort. Mais est-ce que cela pourrait changer et comment nous pouvons changer cela? Et je pense que c'est à ce niveau-là, bien sûr, reconnaissant nos limites, on n'est pas des politiciens, mais tout aussi en reconnaissant les leviers citoyens qui sont à notre disposition. Il y a tantôt Théophile qui disait tantôt que, par exemple, pour les membres de la diaspora qui sont présents dans la salle, c'est aussi faire pression aux différentes institutions pour qu'ils puissent tenir en compte ces réalités. C'est une bonne initiative de plaidoyer que l'on peut mener, mais en même temps, elle a aussi ses difficultés et ses limites, vu que moi, je vous parle en tant que, bon, je suis actuellement ici en Belgique et je peux vous dire que au niveau de la Commission européenne, les questions qui concernent la RDC sont devenues de moins en moins intéressantes et que l'attention internationale, au moins au niveau de l'Union européenne, est plus tournée sur les questions de l'Ukraine et les questions qui se passent au Gaza. Donc, du coup, j'ai comme l'impression qu'il y a un peu cette difficulté de pouvoir aborder les questions congolaises avec assez d'ouverture, avec assez d'intérêt. Mais cela n'empêche, on peut toujours essayer. Mais je voulais au moins offrir cette question-là à nous tous qui sommes dans la salle.
Qu'est-ce que vous pensez de cela en tant que citoyen congolais? Parce qu'on ne va pas toujours dire les politiques, ils ont leur part des responsabilités, mais est-ce que nous aussi, nous avons une part dans tout ça? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une réflexion ou une orientation dans ce sens. Oui, est-ce que vous pouvez me remettre le micro pour quelques secondes? Oui, oui, vous l'avez, cher Théophile. Oui, par rapport à cela, ça m'engage personnellement. J'étais en train de passer que il y a l'adage qui dit dans nos langues locales ici que si quelqu'un nuit à tes intérêts et elle ne t'écoute pas, il faut aussi nuire à ses intérêts. Donc, quand nous sommes blessés ici, nous subissons, bon, on nous dit non, résister. Nous subissons, vous dit résister. Il faut aussi, ça va arriver l'état où, bon, je m'excuse pour le dire, que la solution pour ce qui se passe chez nous doit être, la paix reviendra par vengeance. Pourquoi je dis ça? Si les Rwandais, les Ougandais aussi se sentent gênés de ce que nous subissons ici, ils peuvent mettre aussi pression à leur gouvernement et trouver des solutions. Je donne l'exemple, par exemple, pour ce que nous passons ici avec certains disant, bon, bien sûr, le gouvernement négocie et il se retrouve dans des salles avec des Rwandais, par exemple, on dit à Washington, il y aura les Congolais, les Rwandais, on va discuter. Ils ne perdent presque rien. Est-ce que tous les Congolais, les membres de la diaspora, s'ils menaçaient aussi de Rwanda, donc à leur dire, donc c'est une activité citoyenne. Vous êtes à Belgique, vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous rencontrez Rwandais, vous lui racontez en disant votre pays est constitué, est rempli de sanguinaires. Voici ce qu'il faut à Goma, voici ce qu'il faut au Grand Nord, voici ce qu'il faut à Nitou. Donc, si ces messages circulent, ça peut contribuer quelque chose aussi. À nuire aussi à leurs intérêts, puisque nous, on nous kidnappe, on nous dit, on viole, on fait quoi? Bon, je me pose la question, est-ce que les Congolais aussi ne peuvent pas se venger pour qu'il y ait de l'équilibre alors, puisque l'Union européenne n'est plus intéressée de la question congolaise. Les États-Unis, bon, ils sont en train de rechercher leurs intérêts, mais trouver la solution non plus, quoi. Mais si aussi nous créons une chose, qu'on commence à menacer des citoyens rwandais, à les déranger aussi psychologiquement. Est-ce que ça ne peut pas contribuer? Moi, je crois que ça peut contribuer, puisque nous sommes aussi, vraiment, nous sommes à la fin, mais nous ne voulons pas céder. Cette terre, il y a eu des révolutions françaises qui ont sauvé leur pays. En dehors, partout, il y a eu des grandes guerres qui sont finies, mais chacun a contribué. Alors, je me pose la question, est-ce que nous ne pouvons pas contribuer comme ça? Là où on voit les Rwandais, on les dit clairement, on les menace pour que les Rwandais aussi sachent que les membres de sa diaspora est aussi menacé, comme ils nous menacent ici à l'intérieur. Il y a d'ailleurs ceux qui se disent que si quelqu'un est dans les trous, c'est ceux qui sont à l'extérieur qui doivent les sauver. Nous, au Grand Nord, nous sommes déjà engloutis. Que les membres de la diaspora, que les autres, les membres des pays amis puissent nous aider. Mais pour que cela arrive, il faut qu'on communique, qu'on dise réellement ce qui se passe ici. Oui, c'est ce que j'ai voulu ajouter, cher Christian. Merci beaucoup, cher Théophile, pour ce point. Je vois la main levée de Joseph. Docteur Joseph, vous avez la parole. Docteur Joseph, je ne sais pas si vous nous captez. Peut-être c'est le micro qui n'est pas encore ouvert hein, de votre côté. Mais vous Bonsoir avez à tout la... le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, merci bien, d'accord. Alors, merci à la présentation de notre aîné Théophile et merci aux auditeurs et merci à vous aussi d'avoir organisé ces spaces. Alors, en trois petits mots, d'abord, je tiens à dire que je pense que le problème central de notre population congolaise est que l'on n'est pas politisé correctement. Et ceux qui sont à la base de ces défauts de politisation sont la cause du fait que
quelque chose qui se passe à Beni d'aussi tragique, on égorge 100 personnes, mais à Lubumbashi ou à Bukavu, quand on n'était pas sous occupation, on allait vivre comme si de rien n'était. Le problème de la politisation, de devenir un peuple politique. Nous sommes des masses amassées les unes aux autres, vraiment totalement dépolitisées. Mais nous avons des ennemis, eux, qui sont très politisés, ils sont très organisés. Et je pense que c'est la première interpellation. Et la politisation ne veut pas dire nécessairement être citoyennement, donc comment dire, être engagé dans la cité. Mais la politisation, c'est ce que vous faites déjà, Christian, en faisant en sorte que des questions centrales, des questions existentielles, des questions de compréhension d'enjeux de d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, nous en ayons une compréhension claire. Et on a des politiques de gens qui ont la responsabilité de guider la cité et qui ne nourrissent pas cette intelligence commune de ce que nous sommes. Je crois que le premier levier, c'est de se dire comment est-ce que l'intelligence commune des enjeux existentiels d'aujourd'hui et de demain sont construits et construites et comment est-ce que nous faisons parce que la population on n'est pas si animaux et idiots jusqu'à à voir nos frères tuer et être indifférents. Ces voiles-là, cette caverne platonicienne dans laquelle nous vivons, c'est d'elle dont nous devons sortir. Et une fois que la population sort de la caverne, elle est suffisante. Je crois en l'homme, je crois au Congolais, je crois que s'il sort de sa caverne, il peut faire de miracles. Donc c'est ça l'enjeu. C'est difficile, je sais, les autres ont un plan à court, moyen et long terme. Nous, on n'a pas une classe politique qui a un plan à court, moyen et long terme. Et donc nous sommes victimes de l'histoire, nous subissons l'histoire. Et je pense qu'il est temps que nous réécrivions notre propre histoire. Et c'est ça l'engagement. La deuxième interpellation, et ça me fait très peur, c'est là où je continue à souligner, je rejoins la réflexion de notre aîné, et de vous aussi, vous introduisiez un peu ces éléments là-bas. Nous risquons de disparaître et les gens doivent le comprendre. Alors, j'ai lu un document, je partagerai l'extrait quand je vais me connecter sur mon ordinateur. C'était dans une note de bas de page où un Ougandais parlait de l'écologisme, hein, de la conservation, de la conservancy, et puis il disait que il a situé de gens qu'ils devaient recevoir un prix d'avoir nettoyé la nature. Voyez un peu. Et je crois que c'est la même logique qu'il y a. C'était un Ougandais, et je pense que c'est la même logique qui est en train de se passer au Nord Kivu. Je crois que des gens sont en train d'organiser, ont organisé une bulle dans laquelle ils ont un projet dont eux seuls ont le secret. Et nous, une fois encore, nous subissons ce projet là-bas. Et je pense que ça ne se limite pas seulement aux ressources. Ce serait être réducteur, ce serait une étroitesse d'esprit de penser que ça se limite seulement aux ressources. Ça ne se limite pas seulement au dépôt, de comment déverser la question de balkanisation ou de déverser les populations sur des excédents démographiques au nord Kivu ou dans des zones comme ça. Je pense que ça va au-delà de ça. Il y a une logique un peu trop malthusienne. Je parle là des architectes hein, de cette question, hein, un peu trop malthusienne de nettoyer, de baisser juste carrément en fait, c'est des tuer en fait, voilà. Mais des tuer en déléguant à d'autres en déléguant à d'autres personnes de le faire, parce que c'est une zone peut-être dont on voudrait, voilà. Comme je dis toujours, il y a des gens qui apparemment nous veulent, ils veulent une Afrique sauvage, vraiment une Afrique sauvage, mais comme pour leur propre excursion, mais pas pour que les gens qui sont propriétaires de ces terres y vivent. Et le dernier élément, je pense qu'il faut qu'on se radicalise. Ça ne doit pas finir nécessairement par dire qu'on va aller faire la guerre aux autres, mais il faut qu'on se radicalise en se disant que dans les conditions dans lesquelles nous sommes, si on n'a pas la possibilité de tenir un langage dur envers notre propre classe politique d'abord, avant d'aller auprès des autres, ni avant d'aller auprès de la diaspora, mais déjà nous envers notre propre classe politique, envers ensuite ceux qui pensent qu'eux seuls ont le secret de l'arme, si eux, leur liberté se trouve au bout du fusil, si nous, nous pensons que notre liberté se trouve au bout des chapelets, alors nous sommes totalement perdus, on ne survivra pas dans ce monde. Il faut que l'on aille au bout du fusil et que la liberté s'y trouve par la mort ou par la vie. Et là encore, je repense à Museveni. En tout cas, lui, il le disait dans sa théorie de la libération. C'est pour ça que j'insiste toujours en disant qu'il a mal lu Fanon. Il dit toujours que la liberté se trouve au niveau des couteaux
de couteaux entachés de sang. Et ça, c'est très grave que des leaders aient des telles visions du monde comme ça. Voilà un peu, je finis. Vous voyez, comme toujours, je suis déjà attendu parce que je pense à ces milliers de personnes qui meurent et cette présentation me brise le cœur et et me fait fendre vraiment les viscères. Mais j'espère que voilà, tout cela contribuera à nous aider tous à être éveillés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher docteur Joseph, pour cette allocution assez enrichissante. Des questions que vous avez soulevées, une réflexion que j'ai vraiment appréciée, c'est surtout le besoin d'organiser une politisation de notre citoyenneté, comprendre les enjeux importants de ce qui se passe dans le pays, parce qu'exactement, j'ai comme l'impression que nous avons malheureusement à opter une perception assez limitée de ce qu'il y a, et puis avec tout ce qu'il y a comme djihadisme, tendance fanatique de soutenir des politiciens de gauche ou de droite, on a perdu l'essence de citoyenneté qui nous amène à comprendre les enjeux vrais. Et que maintenant, comme on est en train de parler, moi, en tout cas, la présentation, la première des choses qui m'est restée comme image, c'est quand on dessinait, quand on était à l'école primaire avec un crayon et on avait une petite gomme à côté pour essayer un peu de refaire ce qu'on est en train de dessiner. Mais l'image de la carte du Congo restait pour moi comme si elle était en train d'être elle était en train d'être gommée pour moi. Donc, j'ai comme l'impression que la partie du Grand Nord est en train d'être évacuée au fur et à mesure. Et ce que vous avez dit exactement, c'est exactement ça. On veut tuer des populations, on veut prendre des terres. Et ça me rappelle que ce n'est pas nouveau. L'histoire a montré, par exemple, que les Amérindiens dans l'Amérique latine ont exactement été victimes de cette situation-là. À un certain moment, vous allez vous réaliser que les capitalistes ne sont pas animés par le devoir éthique ou moral. Ce n'est pas ça qui les anime. Et qu'à un certain moment, si nous n'avons pas le courage de prendre le taureau par les cornes, de dire les choses ouvertement telles qu'elles sont, nous allons être malheureusement évacués de cet espace et c'est vrai que l'histoire a raconté d'elle-même. J'ai comme l'impression que quand, pour ceux-là au moins qui voyagent, quand vous allez aux États-Unis, vous réalisez que les communautés descendants de ces terres, malheureusement, n'ont plus d'espace. Donc, le temps est passé, la justice, la vraie justice, vient aussi avec la résistance. Et je pense que cette résistance doit être vraiment bien organisée pour que nous puissions nous en sortir. Sinon, le gouffre est de plus en plus profond et je crains que nous ne réalisions encore l'envergure de ce qui est en train de se passer au pays. Alors, je remets peut-être le micro à Jean-Paul. Peut-être avant Jean-Paul, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres points, questions complémentaires à cette réflexion, de pouvoir aussi contribuer, n'hésitez pas. Et pour aussi dire que cette conversation touche une table ronde qui aura lieu ce samedi, où nous allons revenir sur les questions de la COP 30, qui est aussi un espace que moi je considère une anarque, sur les questions de protection environnementale et les questions de transition énergétique et transition écologique que nous sommes en train de voir dans notre contexte. Et je pense que ça pourrait être intéressant de faire le pont entre ce qui se passe dans le Grand Nord et tout ce qu'il y a actuellement comme espace de débat sur la transition verte, la transition énergétique et tout ça. Donc, n'hésitez pas de nous joindre le samedi. Je vais partager aussi l'affiche. Il y a deux présentateurs qui ont participé à Belém au Brésil durant COP30 et une dame qui parlera exactement des questions de protection des terres parce qu'elle dirige une communauté des autochtones et qui serait vraiment enrichissant de voir comment est-ce que les communautés autochtones sont en train de reprendre leur voix quand elles sont supprimées, quand elles sont réprimées par les capitalistes qui dirigent le monde maintenant. Alors, je vais remettre le micro à Jean-Paul et puis nous allons peut-être clôturer s'il n'y a pas d'autres questions avec les derniers mots de notre ami Théophile. Merci. Voilà, merci beaucoup, cher Christian, pour la parole m'accordée. Alors, en contribution aussi par rapport à la thématique, et peut-être ça va rentrer aussi dans des recommandations qui vont devoir aussi soutenir celles que les collègues Théophile avaient déjà proposées. J'aimerais peut-être qu'on réfléchisse ensemble. Premièrement, c'est la prise de conscience en tant que citoyen, en rapport bien sûr avec la situation que nous sommes en train de traverser
et réfléchir sur des solutions au niveau local. Ça, c'est la première des recommandations. La deuxième des recommandations, je suis en train de penser par rapport aux enjeux, par rapport à tout ce que nous traversons, le fait d'impliquer les jeunes et les femmes dans les instances de prise de décision au niveau local pourrait faire en sorte que ces femmes et ces jeunes ne puissent pas non seulement être victimes de la violence, mais aussi cela pouvait prévenir à ce qu'ils soient aussi acteurs de la violence. Ça, c'est la deuxième recommandation. Et la troisième petite recommandation, c'est vraiment soutenir les initiatives locales qui travaillent dans le cadre de la promotion de l'économie sociale. Parce qu'on va comprendre que lorsque un jeune est autonome financièrement, ça pouvait faire en sorte que la personne ne soit pas ou n'accepte pas d'être manipulée, entre guillemets, ou n'accepte pas à pouvoir intégrer des choses qui puissent nuire à la nation. Parce que ces pays, parce que cette nation nous appartiennent tous et nous devons vraiment, nous avons l'obligation de pouvoir mieux la protéger et l'aimer telle que nous sommes dans cette dernière. Voilà un peu mes petites contributions en rapport avec la thématique et en rapport avec les recommandations qui ont été soulignées. Merci bien. Merci à vous, cher Jean-Paul, pour ces points importants soulevés. Et peut-être avec ça, il y a aussi la question de comment s'approprier des problématiques du Grand Nord. Et ça vient exactement par les questions de conscientisation. Le travail que nous avons fait ici avec notre ami Théophile, qui a fait une très belle présentation. J'espère que chacun de nous pourrait peut-être répliquer ça, partager ces informations auprès des amis, parce que nous ne sommes qu'ici à 20. Mais si chacun de nous essayait de parler à deux ou trois autres personnes, de vraiment s'approprier ces questions, parce que le Congo, ce n'est pas seulement ce qui se passe à Kinshasa, ce n'est pas seulement ce qui se passe à Lubumbashi, à Bukavu, à Kananga, c'est aussi l'entièreté de notre pays. Et donc, surtout quand nous savons que le Grand Nord a déjà été oublié, ne faisons pas fi de ces informations qui nous ont été partagées, répliquons-les, disséminons davantage et essayons de reprendre cette conscience citoyenne sur ce qui se passe dans le Grand Nord. L'autonomisation des jeunes et des femmes, très important certainement. Et ça vient aussi à rejoindre la recommandation de notre ami Théophile autour du besoin vraiment d'investir sur l'émergence non seulement de la solidarité humanitaire pour les populations du Grand Nord, mais aussi comment s'assurer qu'elle s'adapte partout où elle se trouve maintenant, surtout si elle est déjà déplacée dans d'autres contextes. Et j'aimerais peut-être remettre enfin le micro à Théophile là, pour un peu essayer de clôturer ces dernières réflexions et voilà, nous donner ces derniers mots pour que nous puissions au moins sortir de cet appel avec un sens plus clair, plus éclairé de qu'est-ce qui est important à retenir, peut-être une question que j'aimerais laisser à Théophile de répondre pendant que nous clôturons. Qu'est-ce qui est important pour vous que nous retenions à l'issue de cet appel? Oui, c'est que je vous remercie pour la remise de la parole, mais ce qui est important est que le monde aussi puisse se pencher sur ce qui se passe au Grand Nord Kivu, car c'est un massacre, un génocide qui ne dit pas son nom. Ainsi, j'appelle à tous les Congolais en général, et particulièrement ceux du Grand Nord ou de l'Est en particulier, et plus précisément c'est de Beni, Butembo, Lubero, Oicha, de ne pas être une communauté de moutons qui va chaque fois se faire tuer, apporter à l'abattoir sans résister. Résistons pour ne pas être comme la Yougoslavie, un grand pays qui a disparu, puisque si on ne résiste pas, on pourra remplacer cette population par d'autres, on pourra nous pousser à être des réfugiés, des déplacés, aller dans des zones qui ne sont pas les nôtres. Donc nous devons résister. En dehors de cela, qu'on puisse coordonner une action humanitaire adaptée qui doit dépasser à plus de milliards de dollars pour des zones qui accueillent des déplacés actuellement, mais que aussi nous ne soyons, je le répète encore, nous
ne faut pas être une communauté de moutons, ne faut être une communauté de loups, afin que nos ennemis aussi puissent avoir peur de nous. Vraiment, je vous remercie pour cette opportunité. Et ça sera une joie de voir ces recommandations être orientées dans des milieux où on peut trouver des réponses. Je demanderai en dehors de cela aux membres de la diaspora de prendre une journée, peut-être par mois, pour réclamer qu'il y ait justice pour l'Est, pour le Grand Nord, pour Goma. Si tout le monde s'impliquait, le monde pourra aussi se tourner et écouter ce que nous disons. Je dis et je vous remercie. Est-ce qu'on peut, par des applaudissements, peut-être en utilisant les émoticônes dans la salle, remercier notre ami Théophile pour sa brillante présentation? Merci, merci, merci beaucoup. Non seulement pour l'abordage qui a été très enrichissant, mais surtout pour les recommandations que moi j'ai trouvées pragmatiques et pratiques et conscientisantes. Parce qu'au-delà de tout, nous avons cet espace, non pas seulement pour discuter, mais pour revenir à notre positionnement de citoyens responsables. Nous avons du travail à faire pour le Grand Nord, nous avons du travail à faire pour Goma, pour Bukavu, pour d'autres entités qui, en ce moment, sont en train de vivre des moments difficiles et où nos frères et sœurs sont en train d'être déracinés de leurs terres. Et comme je le disais à Théophile, si on ne sait pas résister, si on ne se conscientise pas ensemble pour mieux résister, on sera remplacé par d'autres terres et l'histoire n'aura qu'à raconter notre défaite. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, que Dieu nous protège, à très vite. C'est nous qui vous remercions. Je promets partager le rapport par rapport à ceci. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci Jean-Baptiste, Jean-Paul plutôt, merci Clarisse, merci tout le monde, Joseph, Gaylor, Joël, Ézéchiel, docteur Ézéchiel qui a pris de son temps aussi pour se joindre à nous, Grâce, Winnie et tout le monde, Dalzon, Roger, merci, merci, merci beaucoup pour votre participation. Merci Gilles, merci tout le monde, merci Christophe. À très bientôt.